Bonjour à tous, on va débuter notre atelier. S'il y a des retardataires qui arrivent un petit peu, ils se placeront sur un fauteuil. Bonjour à tous d'abord, merci d'être venus sur cet atelier. On passe aussi aux gens qui nous voient en distanciel, puisqu'on a une partie des personnes qui seront en distanciel et qui nous verront via cette jolie caméra. Ils pourront poser des questions aussi, après je reviendrai dessus. Je vais vous présenter d'abord un petit peu les personnes que vous allez entendre ce jour sur cet atelier numéro 7. Bon, je vais commencer par me présenter à moi. Donc Stéphane Bonafous, je suis de la DRETS Occitanie, l'ancienne Direct, pour ceux à qui ça parle. Je vois que ça parle à certaines personnes, la Direct. Mais on est de la DRETS depuis le 1er avril 2021. Donc moi je suis adjoint au chef du service régional de contrôle de la formation professionnelle et des titres professionnels et je suis basé à Montpellier. Et donc c'est moi qui vais animer cet atelier aujourd'hui. Alors l'équipe avec laquelle on a bâti un petit peu cet atelier, d'abord il y a les agents du Cariforef. Vous avez Christelle Sambou là-bas qui va m'assister un petit peu sur l'animation, qui vous fera passer le micro, qui vous a fait signer. On a Véronique Roucault qui est là. Alors elle qui va être en lien avec les gens qui sont à distance, puisque les gens qui sont à distance donc, pourront poser des questions via le chat et on nous relaiera dans un deuxième temps éventuellement leurs questions. Et ensuite, on a nos deux grands témoins de l'après-midi. Donc, on a... hop là. Ah, ça c'est le problème des debout. Voilà. Maintenant, il faut assumer. On a Anne-Sophie Cabria donc, de AMS Grand Sud, qui est responsable formation à distance dans cet organisme de formation. Donc, qui est plutôt technique, hein, sur les moyens techniques. Et on a Marie-Alix Boussard, qui elle est dirigeante, donc responsable de l'OF IRFA Sud, et qui nous donnera plutôt son avis, elle, de dirigeante par rapport au thème de la journée. Alors on phosphore depuis 2 jours maintenant sur effectivement la digitalisation de l'offre de formation. Donc on a eu hier des conférences extrêmement intéressantes. Je ne sais pas si vous avez pu assister, mais moi à titre personnel j'ai appris pas mal de choses. On a parlé des besoins des entreprises et du public, on a parlé de l'impact sur l'activité des OF de cette digitalisation, on a parlé de l'accompagnement des OF, donc c'était assez intéressant et assez divers et varié. Vous avez vu le salon hier après-midi et ce matin. Moi j'étais assez étonné du nombre de conseils qu'on pouvait avoir ou d'organismes qui intervenaient sur cette digitalisation, c'était aussi assez intéressant. Et cet après-midi, pour terminer, avant la clôture, on va s'attacher effectivement sur les différents ateliers. Donc il y a 9 ateliers qui sont prévus cet après-midi. Aller un petit peu plus loin sur une thématique précise. La thématique effectivement que nous on a retenue, c'est animer la formation à distance. Vaste débat, mais qui est bien dans l'air du temps et qui est quand même un des éléments essentiels d'une action de formation bien réalisée, puisqu'une action de formation qui n'est pas bien animée perd un peu de sa substance et de son intérêt. L'intérêt d'avoir nos 2 témoins aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a une personne qui va vous donner un petit peu son ressenti en tant que dirigeante d'un organisme de formation. Donc, il y a peut-être certains volets ressources humaines, financiers, enfin, qui sont assez vastes. Donc ce sera Marie-Alix. Et on aura un point de vue un petit peu plus technique de la part de Anne-Sophie, qui elle est vraiment basée sur les outils de la formation à distance, comment, pourquoi, comment elle les fait, comment elle les met en œuvre. Elle vous expliquera un petit peu comment elle a fait tout ça, notamment un petit peu, si j'ai bien compris, en urgence, un peu dans le cadre du confinement. Enfin, voilà, donc avec un point de vue un petit peu technique. C'était l'intérêt de cet atelier. Comment on va organiser un petit peu cet atelier? On aura d'abord 40 minutes d'intervention de nos 2 témoins. Donc je vais leur poser des questions un petit peu croisées pour essayer de faire quelque chose un petit peu dynamique, qui vont un petit peu donc ils auront 20 minutes chacune pour vous relayer un petit peu leur expérience et ce qu'elles pensent un petit peu de l'animation de la formation à distance. Et ensuite, on a réservé 40 minutes de questions. Donc 40 minutes de questions avec le public, donc avec vous en présentiel, si vous avez des questions à nous poser. Alors, je pense qu'il y en aura, j'espère qu'il y en aura. Ou éventuellement pour les gens qui nous suivent à distance, pourront nous poser des questions via le chat. Voilà. Donc j'espère que ce format vous va bien. Ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc on va peut-être commencer par Marie-Alix, comme on avait dit effectivement. Alors Marie-Alix, vous en tant que dirigeante d'un organisme de formation, donc avec diverses responsabilités importantes les unes et les autres, comment vous avez vécu le contexte de la mise en place de cette formation à distance et comment vous avez mis en œuvre cette animation de cette formation à distance et quels sont les enjeux que vous avez pu repérer, vous, en tant que dirigeante, Marie-Alix?
Je vous laisse la parole. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Sans faire de la publicité, je vais juste vous présenter un tout petit peu l'IRFA, parce que la manière et le contexte dans lequel on a mis la formation à distance vient aussi de là. Donc l'IRFA, c'est un organisme de formation sous modèle associatif qui a un peu plus de 40 ans. C'est important de le préciser, qui intervient sur toute l'Occitanie à travers 14 centres de formation. Donc on a un bon maillage national, ça aussi, enfin local, pardon, ça aussi c'est important de le préciser. On intervient sur des pôles divers, le service à la personne, le commerce, le SBG, le projet pro. Donc on offre, et l'hygiène et la propreté, on offre des formations préqualifiantes et qualifiantes avec un niveau Bac+2. Si je vous dis ça, c'est parce que peut-être que spontanément, on aurait pu penser que la formation à distance, elle ne nous était pas destinée. On a finalement un maillage qui est plutôt intéressant sur le territoire occitan. On a de l'expérience, voire de l'âge, donc on pourrait se dire que le bouleversement aurait été plus difficile. Et pourtant, dès 2016, l'IRFA a fait le choix de mettre en place un vaste programme de digitalisation, de modernisation et donc de mise en place de formation à distance. Et c'est ça finalement cette bascule qui a été importante puisque l'accompagnement a commencé, les formateurs ont commencé à se former et la formation à distance est devenue une des modalités pédagogiques de l'IRFA. Et ensuite, 2020, voilà, on y a tous vécu ça. Et des collaborateurs s'amusent aujourd'hui peut-être à dire que finalement, en l'espace de 2 jours et 2 nuits, l'IRFA est passé dans le monde d'après, le monde de la formation à distance, et il a fallu le faire rapidement, de manière efficace, peut-être un peu en mode dégradé au début, mais en tout cas ça a permis de maintenir les formations, ce qui n'était pas rien, maintenir le lien social, ce qui était important, surtout pour le public que l'on peut avoir, et surtout de les accompagner dans ce bouleversement qui était un bouleversement mondial et très humain. Depuis, on est passé dans le monde d'après, et si on n'est plus en mode dégradé, on est en mode réfléchi. Et finalement, c'est ça l'enjeu de la formation à distance aujourd'hui, en tout cas pour l'IRFA, c'est de se dire comment on le fait et comment on le fait bien. Et qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc, notre enjeu aujourd'hui et notre travail au quotidien, c'est de faire de la FAD une FAD qui est organisée, qui est raisonnée, qui est réfléchie et qui devient un vrai apport pédagogique et non pas juste un tuyau ou un mode opérationnel de formation, mais vraiment un outil pédagogique en soi. Et aujourd'hui, l'enjeu pour l'IRFA, c'est celui-là. Et c'est pour cela que l'on œuvre au quotidien en ce moment, particulièrement. Et ça fait écho à toutes les discussions qu'on a pu avoir hier, effectivement, à toutes les interventions d'hier, aux présences sur ce salon. Effectivement, c'est ça, c'est comment on fait. On n'est plus dans la question de est-ce qu'on va le faire, on est dans la question de comment on le fait. Voilà. Okay, d'accord, merci Marie-Alix. Alors effectivement, on voit que, comme tous les OF, je pense, ici présents, il y avait de la réflexion avant sur la digitalisation. Heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. Et il y a eu effectivement ensuite cette obligation de passer forcée, de passer à la digitalisation. Et puis bon, maintenant on y est, donc il faut gérer. Merci donc de ce point de vue, Marie-Alix. Anne-Sophie, alors vous, sur ce volet un petit peu... nouveauté, contexte de la mise en place de la formation à distance et animation de la formation à distance. Comment vous l'avez vécu? Alors du point de vue du technicien peut-être, oui. Comment ça s'est passé? Donc pareil, présentez-nous peut-être l'AMS puisque les gens ne connaissent pas. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne-Sophie Cabria, je suis responsable de la formation à distance pour AMS Grand Sud. AMS Grand Sud, donc un organisme, le siège est à Toulouse, mais qui est sur toute l'Occitanie, Montpellier, Nîmes, Béziers, Toulouse, autour de Toulouse, plusieurs villes. Et il y a actuellement une centaine de salariés, juste pour donner une idée de la taille, ce qui reste, bon, je ne sais pas si grand ou petit, du coup, c'est un peu entre les deux. Moi, mon point de vue, il est beaucoup plus le mien, parce que je suis arrivée à AMS pour ce projet de formation à distance, c'est-à-dire sur une création de poste de responsable de formation à distance. Au départ, c'était même une prestation, c'est-à-dire que je suis même venue sur une mission d'audit et de conseil de l'activité que j'avais à l'époque pour justement conseiller l'organisme sur on veut y aller, mais on ne sait pas par où y aller, etc. Donc j'ai fait tout ce travail en fait d'état des lieux, de les pratiques pédagogiques, les moyens techniques, les moyens financiers. Il faut des moyens financiers, voilà. Donc j'ai pu mener cette réflexion. C'est un peu un luxe parce que souvent on y va un peu sur l'urgence, mais là du coup il y avait un peu le luxe je suis arrivée en 2015 moi à AMS, donc de 2015 à l'année 2015 c'était un peu la réflexion, voir un peu où on était l'organisme, et finalement ça aboutit sur une création de poste, de mon propre poste,
en 2016, fin 2016-2017, avec la décision de se lancer dans la formation à distance. Mais il y a eu cette période de réflexion. Ça a été le choix le choix des outils et le choix de comment on va procéder. Donc ça a été poussé complètement vers le choix d'outils open source, c'est-à-dire de tout ce qui est LMS, Moodle pour ne pas le citer et le citer, mais pour vraiment partir sur des outils sur lesquels on va garder la main. Alors là, c'est lié, je pense, à ma manière de travailler dans la formation à distance. Et du coup, un choix AMS de finalement avoir une montée en compétence des équipes pour pouvoir travailler sur la formation à distance et à terme animer la formation à distance. Donc là, on a monté un projet pilote dans lequel on a impliqué dès le début quelques formateurs sur des temps non formation, mais des temps conception, qu'on s'est mis à appeler des temps conception, et on les a formés un petit peu à des outils de scénarisation, enfin l'idée de comment on scénarise, qu'est-ce qui change avec la formation à distance. Je ne vais pas animer mon cours, je ne vais pas transposer mon présentiel en distanciel 100% comme ça. Donc qu'est-ce que ça change? Et on s'est entraîné sur un projet pilote, on s'était donné une période assez courte pour essayer de le mener. Ça a plus ou moins marché, mais en tout cas ça nous a montré les difficultés, ce qui n'allait pas fonctionner, ce qui allait fonctionner au niveau graphique, navigation, au niveau de plein de choses différentes. Donc ça, c'était toujours c'était 2018, donc le premier projet un peu du service conception, avec la création du service conception, avec quelques formateurs qui sont, alors là aussi c'est un choix d'AMS, qui sont des formateurs, c'est-à-dire ça reste des personnes qui sont en formation au moins 2 jours semaine et qui sont sur 2 ou 3 jours de conception par semaine, avec donc du coup sous ma responsabilité sur ces temps-là. Mais sinon le reste du temps, ils sont avec les équipes, et donc c'était aussi un choix de propager un peu petit à petit ce qu'ils peuvent faire au sein des autres équipes par échange. Et on a commencé aussi, il y a eu le choix de commencer sur quelque chose qui allait être utile à l'ensemble des équipes et des salariés d'AMS, enfin des formateurs en tout cas, c'était la mutualisation de ressources. Donc un des gros premiers projets, ça a été de voir comment on pouvait mettre en place une bibliothèque de ressources pédagogiques pour les formateurs grâce à des plateformes de formation à distance. Donc c'est pas vraiment de la formation, c'était de la mutualisation de ressources. Mais ça a permis de les amener un peu vers cette plateforme. C'était pas un choix stratégique très visionnaire, c'était plus fou, là on sait pas quoi en faire, on a on a besoin de faire quelque chose sur la mutualisation. Ça a permis de faire avancer un petit peu les choses, la réflexion. Et puis petit à petit, on a conçu quelques modules pour la formation continue, vraiment type e-learning, avec des capsules vidéo, on s'est équipé petit à petit. On a un petit studio vidéo, audio, donc pareil, formation sur quelques personnes pour faire de la prise de son, pour faire de la captation vidéo, ce qui est à chaque fois des nouvelles compétences, donc ça demande un petit peu de temps. Et ensuite, 2019, finalement, c'est assez récent. C'est le premier dispositif, c'était Projet Pro aussi. Projet Pro 2019, où vraiment on a ouvert un dispositif pour les stagiaires, c'est-à-dire où maintenant tous les stagiaires qui passaient sur Projet Pro ont un compte sur la plateforme avec tout un ensemble de ressources, de parcours, etc. Donc là, c'était vraiment un passage à la formation à distance. Avant, c'était plus des tests, de la mutualisation. Et puis le Covid, 2020 aussi, et là, la grosse bascule, heureusement anticipée, du coup, elle a été relativement simple dans son travail pour ceux qui n'étaient pas en chômage partiel, parce que du coup, il y a un clivage un peu douloureux, j'ai trouvé moi, il y a ceux qui restent à 100% à distance, et les formations qui peuvent passer à 100% à distance, on les met, les autres, non. Donc mais ça a permis de valider le fait qu'on faisait plus du multimodal, qu'on faisait plus de la mutualisation, mais qu'on faisait vraiment de la formation à distance, avec beaucoup de travail sur la classe virtuelle, parce qu'on n'y était pas trop allé encore, sur comment animer une classe virtuelle, sur comment placer une classe virtuelle dans un parcours de formation. On ne va pas faire 7 heures de classe virtuelle sur une journée, là où on pensait faire du présentiel. Enfin, on a vraiment travaillé sur tous ces aspects-là. Et Et je rejoins Marie-Alix sur le post-Covid, on est très contents parce qu'on est tous passés, mais en effet, il y a des choses maintenant à remettre en place. Moi, je prône beaucoup de retours à travailler ensemble, d'échanges, de voir les gens, de revaloriser un petit peu le non-distanciel, parce que peut-être j'en ai eu un peu trop, je sais pas. Mais en tout cas, donc je ne parle plus de distanciel, mais on parle vraiment de multimodal, et la formation à distance est dans le multimodal, mais Alors effectivement, je pense que là, on peut être tous d'accord. Le distanciel, c'est bien, ça a été nécessaire, mais je pense que le succès aussi de ces innovantes font que ça fait quand même du bien de voir du monde, de discuter en face à face avec les gens, et pas d'être chacun devant son ordinateur à faire du Teams, quoi. Voilà. Mais après, c'est une nécessité, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de se revoir. Merci Anne-Sophie. Alors la deuxième question que moi je voulais vous poser effectivement, donc en tant que dirigeante et en tant que technicienne,
Quelles sont les nouveautés techniques et pédagogiques que vous avez dû mettre en œuvre donc, pour animer cette formation à distance? Vous, Marie-Alix, côté IRFA Sud, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez, fait? Je serais forcément moins technique qu'Anne-Sophie, mais finalement, les nouveautés technologiques et techniques et pédagogiques appellent chez moi, en tant que dirigeante, deux choses qui sont importantes, mais c'est le temps homme et femme et les euros qui vont avec. Et ça reste quand même un sujet important. Et donc, du coup, tout ce qui va être mis en œuvre aujourd'hui pour animer la formation à distance, pour créer cet environnement digital et numérique de formation, va générer des investissements qui vont être importants. Des investissements de temps. On le voit par exemple avec l'exemple d'Anne-Sophie, avec des formateurs qui sont dédiés à la conception. Nous aussi, on a ce choix-là avec des temps de conception. Les outils. Et aussi, on pense souvent au distanciel, mais on peut imaginer aussi des espaces de distanciel à l'intérieur de nos centres. Donc on a des espaces FAD à créer aussi dans nos centres où les apprenants ou les formateurs peuvent être bien accueillis avec des pièces insonorisées, du matériel. Donc tout ça, en fait, pour moi, l'innovation technologique, pédagogique, elle va se relire sur un bilan avec des besoins de financement et de la ressource à mettre à l'œuvre. Voilà. Et surtout aussi déterminer ensemble quels vont être les outils techniques. Ça, c'est plus pour la partie RH et management. Vous savez, je pense que la FAD, c'est un peu comme un sujet politique ou un sujet d'actualité que vous commencez à aborder lors d'un repas de famille. Il faut faire attention parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver au dessert, voyez. Et donc en fait la FAD c'est un peu ça, c'est-à-dire que si vous écoutez les uns ou les autres, vous allez avoir les pros Zoom, les pros Teams, les pros Canva, les pros Geniali, les pros Discord, les pros Facebook, et vous n'allez pas vous en sortir. Donc à un moment ça demande aussi cette énergie-là et ce temps et ces financements de se dire il faut se poser et définir ensemble quelles vont être les nouveautés, des outils techniques et technologiques et pédagogiques que l'on va mettre à l'œuvre. Voilà. De mon point de vue, c'est ça la difficulté, ou en tout cas le défi sur la partie outils. D'accord. Bon, ça c'est intéressant d'avoir le point de vue de dirigeante, parce que c'est vrai que derrière la digitalisation, il y a forcément des moyens. C'est facile. Et quand il y a des moyens, il y a de l'argent à mettre en œuvre. Et on l'a bien vu lors des conférences avec le conseil régional qui a été interpellé aussi là-dessus. Et voilà, donc on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Sans argent, on ne fonctionne pas. D'accord. Anne-Sophie, de votre côté, alors vous, d'un point de vue vraiment technicienne, hein, sur ces nouveautés techniques et pédagogiques mises en œuvre pour animer la formation à distance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous recommanderiez, sans faire de la pub, mais qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce que vous avez... Non, mais après, vous avez un avis. Oui, non, vous avez un avis à donner en tant que technicienne. J'ai un avis. Après, en fait, il y a un contexte, c'est clair et net. Donc, c'est vrai que selon la structure, selon l'internalisation des compétences ou l'externalisation, on ne va vraiment pas faire les mêmes choix des outils. Et après, pour juste rebondir sur ce que vous dites, le panel d'outils est tel aujourd'hui, enfin, c'est complètement dingue. Et moi, j'en découvre tous les jours. En m'en dit ce matin, tu connais ça? Je prends mon carnet, je note et je vais voir après, mais c'est complètement dingue, ce qu'il y a. Donc, y a des philosophies à voir. Qu'est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Alors, pour l'exemple, si on reste sur AMS Grand Sud, les nouveautés, la première chose, ça a été en effet peut-être l'outil technique, mais je sais pas, l'outil technique, mais il demande quand même une réflexion pédagogique avant. En effet, on va pas prendre tous les outils pour prendre des outils. Donc, ça reste des outils. Donc, ils s'inscrivent dans un besoin d'outils pour un objectif particulier. Donc, en premier, ça a été surtout de revoir la manière de concevoir les formations et de les animer derrière. Parce qu'en fonction de comment on va concevoir et animer les formations, on va avoir besoin d'outils de conception, d'outils de diffusion, d'outils d'animation, d'outils de traçabilité. L'outil est au service de la pédagogie. Donc voilà, ça c'est important. Exactement, sinon on va pas y arriver. Et donc là, moi de mon expérience, chez AMS, on a un peu bataillé, on a choisi un outil, puis finalement non, on a un peu... Quand même, on en a enlevé petit à petit, parce que trop d'outils, c'est trop compliqué en termes de maîtrise de l'outil pour les concepteurs, et puis en termes pour le stagiaire. Si dans un même parcours de 3 heures de formation, j'ai 10 outils différents, ça rajoute une difficulté pédagogique forte, en fait, plutôt que de simplifier la tâche de simplifier le parcours du stagiaire avec des outils simples, etc. Si on passe d'un Canva à un Geniali, à un Powtoon, à un Vaillon, un machin, il risque juste, le stagiaire, de voir que c'est pas le même outil, et ça peut créer des complications, en fait, dans les messages. Mais voilà, sinon, donc, il faut quand même des outils de scénarisation, donc
ça peut être tout simplement, enfin moi je suis très tableau Excel, hein, pour rester simple et faire de la pub à des choses qu'on a tous. On connaît. Non, mais c'est-à-dire le tableur qui permet de faire des déroulés pédagogiques, de réfléchir avant de concevoir. Je pense qu'il est super important, avec des indications de temps, c'est-à-dire on va scénariser, on va faire des séquences, on va avoir, moi je mets toujours une colonne de temps, de ça, temps estimé, 5 minutes, temps estimé de cette activité, 10 minutes, etc. Donc j'ai bien à peu près 3 heures de formation à la fin, mais surtout je vais le faire tester à quelqu'un. Et là, je vais voir qu'en fait, là où je pense qu'il y a 3 heures, il y a 4h30, parce que souvent, on a tendance à contracter le temps, là où il y a, en fait, il prend vite plus de temps. Donc bon, l'outil de scénarisation, il est important. Après, les outils de conception, il y en a beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui sont gratuits, qui sont en ligne notamment. Enfin, alors vous parliez de Geniali, que moi je pratique beaucoup, qui est un outil qui permet de faire de l'infographie très sympa, très visuel, qu'on peut partager d'un lien, intégré, enfin on peut le mettre un peu partout. Il y a des outils après hauteur qui vont renvoyer plus de résultats. Enfin, tout dépend de ce qu'on veut derrière. Si on veut tracer tout le parcours du stagiaire, on va aller sur des outils qui tracent mieux. Donc là, il y a toutes les suites Storyline, Trivantis, toutes ces choses qui sont des outils qui peuvent être chers, qui sont une espèce de super PowerPoint. Mais PowerPoint, par exemple, permet de faire des super choses aussi avec eSpring. J'ai vu qu'ils étaient là-haut. Enfin, bon, voilà, moi, je ne peux pas donner forcément tous les outils. Mais il y a l'outil de scénarisation, l'outil de conception, l'outil de diffusion. C'est-à-dire comment je diffuse après. Donc là, moi, j'ai parlé de Moodle, qui est celui que moi, je pratique le plus. Je ne sais pas, c'est ça que vous avez aussi? Ouais. Oui, voilà. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont sur Moodle, avec des Moodle qui peuvent être plus ou moins développés par des hébergeurs, etc. Enfin, il y a différentes solutions. Mais il y a plein d'autres LMS. Et le LMS vraiment permet d'amener les contenus à la personne. Enfin, c'est vraiment l'interface. Après, on a tous des outils de classe virtuelle. À AMS, on a fait le choix d'un outil qui s'appelle Big Blue Button, qui est un outil qui s'intègre à la plateforme LMS, parce que du coup, en fait, quand le stagiaire rentre dans son cours, son lien classe virtuelle, il est là, et il n'est pas ailleurs. C'était juste pour éviter de multiplier les plateformes, les points d'entrée. Et en plus, quand on enregistre, ça met des replays directement au même endroit, donc le stagiaire peut voir le replay. Enfin, c'est des choix pratiques, après ça coûte assez cher, mais les outils de conférence coûtent vite cher aussi, donc voilà. Donc ça, pardon, c'est un peu long, mais c'était surtout la partie un peu technique. Non, mais c'est intéressant. Voilà. Continue, Après, sur tout ce qui est suivi traçabilité, les plateformes LMS en général proposent du suivi traçabilité, mais pareil, on peut rajouter des plugins, des outils plus performants parce qu'on veut plus, etc., etc. Donc moi, par exemple, actuellement à MS, on est sur cette grosse problématique que beaucoup d'OF ont aujourd'hui, de la traçabilité, de comment je peux bien justifier que mon stagiaire, il a fait ce qu'il devait faire. Alors non seulement on nous demande il faut qu'il ait fait ce qu'il devait faire, mais en plus il faut qu'il ait fait le temps qu'on lui a vendu de formation. Et alors là, pour quelqu'un comme moi en ingénierie pédagogique, c'est juste pas possible. Donc c'est quelque chose de complexe. Et bien non, je compte plus le temps parce que entre 2 clics, il peut se passer beaucoup de choses. Je peux boire 3 cafés, voilà. Je peux le faire en autonomie. Je peux faire moi en 1 heure ce que l'autre va faire en 20 minutes, mais on l'aura fait tous les deux. Enfin, donc le temps, c'est quand même quelque chose qui devient compliqué, mais que beaucoup de financeurs demandent. Donc il existe des outils pour dire temps approximatif, voilà, mais ça se discute beaucoup. Alors juste là-dessus, puisque j'ai fait une intervention ce matin à ce sujet, les financeurs vont vous demander le temps, normalement, d'être très précis dans le temps s'ils détectent une petite anomalie. Parce que s'ils ne détectent pas d'anomalie, ils n'ont pas de raison de venir vous demander si effectivement ça a duré 20 minutes ou 25 minutes. Quoi, voilà. Oui. C'est ça. Mais après, après c'est vrai que cette donnée temps est quand même, compliquée. Alors, après, moi, ce que je fais, très sincèrement, avec le tableau de scénarisation dont je vous parlais, où je mets une colonne temps estimé, c'est-à-dire on arrive à estimer le temps d'un parcours, on le teste avec des bêta-testeurs pour vérifier qu'on est à peu près dans les clous, des gens qui ont le profil du stagiaire, vraiment pas d'autres formateurs. Et donc après, moi, je fais des certificats. De cette personne, je vois qu'elle a réalisé 80% du parcours, donc temps estimé, je mets 80% du temps total que j'avais prévu, et moi je le signe, c'est-à-dire je prends cette responsabilité de dire je pense qu'il a passé, voilà, temps estimé de cette personne, c'est ça. Et moi maintenant je dis ça parce qu'en effet je peux le garantir qu'il a fait ça. Mais il y en a qui me disent c'est pas suffisant, à quelle heure il s'est connecté, à quelle heure, enfin là on rentre dans des choses... Les fameux tags... Ouais, enfin qui sont pas... Oui, mais il faut aller les reporter, enfin après moi ça fait des tableaux... Voilà. Alors voilà, si on rentre... Alors,
On posera peut-être des questions dans un deuxième temps pour pas trop perturber nos témoins, parce que sinon non, ça va mais partir. c'est les choses qui remontent en ce moment partout, quoi. D'accord. Ok, ça les conforte dans leur analyse, effectivement. Non, alors on est bien conscient, effectivement, puisque là, moi je représente aussi l'État aujourd'hui, donc j'en ai parlé ce matin. On est bien conscient que voilà, c'est nouveau. Oui, je pourrais être amené à contrôler AMS ou Air Pacific, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc on est bien conscient, effectivement, aussi, il faut le savoir. J'ai essayé de l'expliquer ce matin. Tous les financeurs et les services de l'État sont bien conscients qu'il y a beaucoup de nouveautés là-dedans, que tout est un peu à faire. Voilà. Mais comme je l'ai bien spécifié ce matin, on va venir vous chercher, entre guillemets, là-dessus, en cas d'anomalie. Oui. Si tout s'est bien passé, que personne ne s'est plaint, que la formation a eu lieu, il n'y a pas de raison qu'on vienne vous embêter. Après, il y a des outils qui répondent à ça aussi, mais c'est encore des investissements, des investissements qui sont capables, des plugins, de vraiment dire le temps qu'a passé la personne en enlevant. Je vois monsieur qui dit, non, moi aussi je suis assez... Bon, mais je dois le dire quand même, en enlevant un peu des temps de si la personne fait rien pendant tant de temps, il va enlever ce temps-là, etc., du temps de l'activité. Bon, il y a des gens qui réfléchissent à tout ça, mais en vrai, c'est l'achèvement du parcours et la montée en compétences qui doit valider l'achèvement. Ce qu'on voit quand même, par rapport à ce que vous disiez, c'est que finalement, l'animation de la formation à distance, elle a provoqué aussi une volonté d'harmonisation et de mutualisation qui avait peut-être pas tant avant. Avant, on était dans un schéma un peu plus classique, une classe, un formateur, des apprenants, et ça restait finalement une sorte de moment, de parenthèse un peu fermée. L'animation à distance a provoqué ça, c'est-à-dire d'un coup de mettre à disposition des outils, on a appelé ça des mallettes pédagogiques, mais finalement on donne aux formateurs qui arrivent des outils et des logiciels ou des outils pour faire. Et ensuite, derrière, on a eu cette sensation de vouloir mutualiser absolument et de vouloir créer un contenu commun, une base commune. Et je pense que ça, l'animation à distance et la formation à distance, ça a fait un véritable levier de ce point de vue-là sur l'harmonisation et la mutualisation. Oui. Okay. Et en même temps, il ne faut pas que ça dépossède les formateurs. Enfin, moi, ce que je vois en contrepartie, c'est les formateurs qui vont me dire mais du coup, moi, je ne crée plus. À quoi je sers ce qui n'est pas l'idée non plus. Et on revient au titre de la conférence aujourd'hui, c'est animer à distance. Ce n'est pas forcément créer, du coup, c'est animer. Changement du rôle un peu du formateur, changement de posture du formateur. D'accord. Bon, merci pour ces renseignements techniques du point de vue de la dirigeante aussi qui sont très très intéressants. On va terminer par une question un petit peu plus vaste, mais qu'il faut aussi poser. Ça concerne les écueils, les freins, les limites que vous avez pu trouver à l'animation de la formation à distance et les risques éventuellement qui peuvent être engendrés par cette formation à distance ou l'animation de la formation à distance. Marie-Alix, vous, en tant que dirigeante? On l'a eu finalement cette réflexion là au fil des interventions, c'est de se dire, avant de réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour animer à distance, c'est d'abord de définir une stratégie digitale, une stratégie de FAD. Il faut être hyper clair en interne, je pense, en fonction de son objectif, de sa taille, du type de collaborateur qu'on peut avoir ou du public, de vraiment qu'est-ce qu'on veut faire avec la FAD. Est-ce qu'on veut une dose d'hybridation plus ou moins grande? Est-ce qu'on veut laisser l'autonomie complète aux formateurs ou est-ce qu'on veut être porteur aussi de contenu, d'outils? Est-ce qu'on veut que nos apprenants soient formés à justement être formés à distance? Donc le premier écueil, c'est d'y aller peut-être un peu tête baissée. Alors j'oublie l'épisode 2020 et Covid où finalement tout le monde a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Mais maintenant, c'est de se dire... C'était peut-être le cas avant, mais en tout cas, maintenant, c'est de se redire quelle stratégie digitale je veux pour mon organisme de formation. Qu'est-ce que je veux faire du digital et de la formation à distance? Et une fois que ça, c'est défini, on ne répond plus à une question « est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce qu'ils ont envie d'y aller ou est-ce qu'ils n'ont pas envie d'y aller ?» On répond à la question « comment on y va ?» Comment on y va, quels moyens, pardon, je parle encore des euros, quels moyens, dans quel temps et pour quel objectif? Et c'est à partir de là où je pense que les freins vont être levés puisqu'on accompagne finalement ce changement. Alors la conduite du changement, c'est un mot qui est très à la mode, mais au-delà d'être à la mode, c'est une réalité. Quand vous avez un organisme de formation comme celui que je dirige, qui a plus de 40 ans d'existence, il y a des choses à faire, il y a des choses à accompagner parce que vous ne pouvez pas décider tout seul dans un bureau ou même en comité de direction de faire les choses et le lendemain matin, ça va être opérationnel. Il faut vraiment arriver à convaincre les gens du bien fondé. Et c'est parce que vous aurez défini une stratégie au départ et que vous aurez réussi à convaincre le maximum de collaborateurs et d'apprenants, que vous allez réussir à mettre à l'œuvre et en musique ce que vous avez décidé.
Et on peut voir parfois des projets qui se lancent sans avoir eu cette réflexion de quelle est ma stratégie, in fine, et comment j'accompagne les formateurs. Et le risque fondamental de ce passage un peu sur la formation à distance, c'est à la fois de peut-être mal doser l'hybridation en fonction de ce que l'on veut faire, donc c'est déjà de la définir, et ensuite de mal le doser. Et ensuite, c'est la désharmonie qu'il pourrait y avoir dans un centre de formation entre le présentiel et le distanciel, quelque chose de plus traditionnel et quelque chose peut-être d'extrêmement innovant. Il faut arriver à concilier ce que l'on connaît du présentiel et ne pas partir peut-être dans des projets de distanciel faramineux et qui sont plus en cohérence avec ce qu'on peut vivre au quotidien en présentiel. Et de continuer à embarquer les équipes au quotidien dans ces projets-là, même si effectivement ils peuvent être un peu tirés de leur quotidien de concepteur, comme ils pouvaient l'être avant, et de travailler avec eux sur leur nouvelle posture. Et tout à l'heure, vous disiez à quoi on sert si finalement on a tout ça qui arrive. Je pense au contraire qu'on va donner encore plus de valeur ajoutée à leurs compétences d'animation et de suivi, de soutien et de lien, plus que jamais, notamment grâce à la formation à distance. Mais c'est délicat, c'est à bien manager. Merci pour ce focus RH, parce qu'effectivement, un organisme de formation, c'est avant tout une entreprise, avec des humains. Alors, c'est bien de mettre des machines, ça c'est très bien. Les machines, elles font ce que leur demande de faire. Les humains, c'est toujours plus compliqué à faire fonctionner de manière harmonieuse. On le sait tous. Ok, merci Marie-Alix. De votre côté, Anne-Sophie, vous, alors d'un point de vue plus technique, quoi, peut-être en tant que responsable FAD, les écueils, les freins, les limites et les risques de cette animation, de la formation à distance, comment vous... les écueils dans la conception, on en a eu au début à vouloir mener des projets trop longs. Et en fait, c'est vrai, on parle souvent il faut être dans des délais très courts, etc. C'est vrai que, enfin, je pense à une formation qu'on avait voulu mener en pilote, et en fait, on s'était dit, on va faire tout ça. Et donc on l'a fait, mais en fait en arrivant à la fin, on s'est rendu compte qu'on voulait déjà remodifier plein de choses au début. Donc c'est vrai qu'on a besoin de vite faire tester les choses, de vite voir si ça marche en fait pour de vrai. Enfin, moi je sais que c'est des erreurs qu'on a fait au début, de dire oh, c'est super ce qu'on fait un peu entre nous, et au bout d'un moment dire regardez on a fait ça, tadam, et en fait ça marche pas comme on voudrait, ou c'est déjà bof. Et en fait voilà, de vite impliquer les stagiaires en tant qu'utilisateurs pour voir si au final ça marche comme on voudrait avec eux, parce que il y a plein de choses, on s'est rendu compte que nous, on sait qu'il faut cliquer sur ce bouton, mais eux, ils voyaient la page, c'était pas évident en fait. Ou les consignes, la manière de rédiger les consignes, on s'est rendu compte que nous, c'était évident, qu'il fallait relier. Mais en fait, il faut l'expliquer. Enfin, des choses comme ça, où on allait trop vite, je pense, trop entre nous. Donc, il faut vite ouvrir et faire tester les choses. Et après, moi, bien sûr, je suis confrontée aux freins techniques de connexion, d'équipement, de classe virtuelle où les micros, ils marchent pas, de mots de passe qu'on a oublié, qu'il y a un lien pour le changer, mais je ne vois pas qu'il y a un lien. Enfin, tout ça. Donc là, on le résout quotidiennement. C'est-à-dire, on ne l'a pas résolu, mais on le résout par un support. En fait, il y a une personne qui a été engagée à AMS qui est assistante de gestion de plateforme et qui fait du support tous les jours en téléphone, en mail, de l'aide à la connexion. Et puis pour les stagiaires, on a mis en place les formateurs qui font vraiment de l'hybride commencent forcément par une séance présentielle où ils présentent l'outil distanciel. En fait, ça, maintenant, en faisant ça, ça marche beaucoup mieux, bien sûr. Alors pendant le Covid, où on s'est retrouvé avec des groupes au FI, 400, 600 à distance, à devoir du jour au lendemain leur expliquer où cliquer, tout ça, c'était compliqué. Maintenant qu'on peut rehybrider complètement, on fait vraiment ça. On commence par du présentiel, on accompagne le passage à distance des stagiaires. Et d'un autre côté, tout l'accompagnement des formateurs dont vous avez parlé, donc je ne vais pas le répéter, mais autre frein fort, quoi. D'accord. Bon, merci pour ces témoignages, d'abord. Juste une question qui me vient comme ça, moi, en tant qu'État, parce que ce qui va concerner... plutôt l'IRFA, parce que je signe beaucoup d'agréments de titres professionnels sur l'IRFA, donc vous avez surtout un... Merci, oui. Je vous remercie aussi. Non, il n'y a pas de souci avec l'IRFA, parce que s'il y avait un souci avec l'IRFA, Marie-Alix ne serait pas là. Donc, moi, je me demande comme ça, là, avec vraiment un œil extérieur, vous avez un public de demandeurs d'emploi quand même, beaucoup. C'est un public dont on connaît les difficultés, les petits problèmes qu'ils peuvent avoir. Est-ce que vous avez senti que ce public devait être plus accompagné ou que ça fonctionne aussi bien qu'avec un autre public? Je ne sais pas, c'est une idée comme ça qui me vient là, parce que, au vu de vos propos. Alors, ça dépend de quelle période on parle. Si on parle Covid, pendant la période du Covid, de toute façon, on y était tellement tous qu'eux aussi y étaient. Donc, mais aujourd'hui, on réfléchit quand même à un accompagnement
particulier. D'accord. Oui. À la fois technique, c'est-à-dire comment on s'assure que les gens peuvent être en FAD ou chez eux ou en centre avec du matériel qui fonctionne, la bonne connexion web au bon moment, la bonne fibre, le bon micro, la bonne caméra, tout ça au quotidien on l'a, mais aussi chez eux, est-ce qu'ils ont un matériel suffisamment qualifié pour pouvoir suivre éventuellement une classe virtuelle à distance. Donc on s'assure de ça et on s'assure aussi qu'il n'y a pas un frein technique à la connexion, à se dire est-ce qu'ils vont avoir envie d'aller dans la FAD et est-ce qu'ils vont avoir les quelques clés de navigation, de connexion pour pouvoir assurer leur présence. Mais il y a un accompagnement évidemment qui est fait. Alors l'idée de l'AMS d'avoir une hotline en permanence, je la trouve super et évidemment c'est vers ça qu'il faudrait tendre. D'accord. Bon, me voilà rassuré donc sur les titres professionnels. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Après, juste si je peux... Oui, allez-y. Ça me fait penser qu'on est aussi beaucoup dans des formations, je vais dire, distancielles, synchrones. Enfin, c'est-à-dire qu'on est sur des temps communs où on fait du distanciel avec, par exemple, sur le dispositif AFC FLE, qui est un dispositif de Pôle emploi sur des publics peu à l'aise à la fois avec le français et avec d'autres codes, notamment l'apprentissage. Ceux qui sont 100% à distance, finalement, ils vont avoir tous les jours le même rythme. Donc, toutes les matinées, ils vont avoir, par exemple, une classe virtuelle de 9h à 10h30, puis des activités en autonomie. Et donc, le formateur a préparé une tuile, une section avec la date du jour. Quand il finit la classe virtuelle, il dit « Vous allez faire les activités, tchac », et ils refont peut-être une classe virtuelle de midi à midi et demi. Pour vraiment jalonner les temps où le stagiaire est tout seul en autonomie et les temps au collectif. Et en fait, c'est vraiment du synchrone dans le sens où ils sont dans les mêmes temps. On reste sur des demi-journées de formation, mais en même temps, on passe vraiment à distance. Il y a des moments où ils sont tout seuls. Mais le formateur est potentiellement disponible en tutorat si vraiment il y en a un qui est bloqué. Alors, ils me disent que les stagiaires ne vont pas forcément trop les solliciter, mais il y avait quand même cette idée de... Le formateur devient tuteur. Donc, quand il y a un stagiaire qui fait tout seul ces choses, il peut quand même intervenir, ou ça serait bien qu'il puisse intervenir. Je ne dis pas qu'on y arrive, parce que c'est quand même compliqué. Mais en tout cas, on essaie de privilégier ces moments un peu très rituels, comme si on était dans une salle de classe. Voilà, on est là tous à la même heure, on peut commencer par tel concept. Ben là, on le fait un petit peu en classe virtuelle sur les publics, notamment FLE, c'est-à-dire français langue étrangère. Voilà. Mais c'est de ne pas les lâcher forcément sur des rythmes asynchrones complets. C'est-à-dire où vous devez faire ça, vous le faites quand vous voulez. Là, on leur dit non, vous devez faire ça, mais on va le faire ce matin. Et ensemble. Voilà, et ensemble, même s'il y a un moment où on ne sera plus avec l'écran allumé, etc., vous faites vos trucs, mais on se retrouve à midi. Et à midi, moi, le formateur, je vérifie que les petites cases de votre parcours ont été cochées, en fait. Et si elles n'ont pas été cochées, du coup, alors pourquoi elles n'ont pas été cochées, etc. C'est du synchrone, de l'autonomie synchrone, quoi. Enfin, c'est un peu... Non, mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant comme témoignage parce qu'il faut effectivement, de toute façon, c'est prévu. Hein, il faut bien adapter la pédagogie et la réalisation de l'action de formation au public qu'on a en face. Donc, très bien. Je crois qu'on arrive au terme des témoignages. Oui, c'est bon, on est dans les temps, ça va. On arrive au terme des. Vous avez été concise et brève et très intéressante. On arrive au terme des témoignages de nos deux témoins. Donc, on va passer aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle éventuellement. Oui. Merci pour ces deux témoignages. On sent d'ailleurs une pratique et une interrogation collective pour mettre en place l'animation de la formation à distance. La question que vous avez soulevée, c'est la question du temps. C'est-à-dire que le temps de l'apprenant n'est pas le temps de l'équipe pédagogique, n'est pas le temps du financeur. Et pourtant, il faut trouver une cohérence entre l'ensemble. La première cohérence, c'est quand on déclare une action de formation ouverte à distance, la loi nous oblige à déclarer un temps moyen pour tout ce qui est activité à distance. La somme de ces temps moyens donne un forfait parcours à distance. Et quand on vend la prestation, on vend ce forfait parcours. Et après, normalement, on n'a plus à justifier du temps. On a à justifier de la réalisation des activités liées à ce qu'on a déclaré. Et pour justifier ces activités, on va relever les productions, on va relever les évaluations, on va relever les interactions. C'est la fameuse collecte des éléments probants. Mais normalement, une fois qu'on a déclaré les temps moyens qu'on a testés préalablement, et c'est notre expertise de déclarer les temps moyens, une fois qu'on fait la somme des temps moyens, on a le temps forfaitaire qui n'est plus à justifier avec quoi que ce soit en termes d'enregistrement de LMS ou quoi. Certains le demandent, mais de mon point de vue, ça ne répond pas à la loi de septembre 2018 qui vise à donner de la liberté à l'apprenant et de la liberté à l'équipe pédagogique. Mais cette liberté repose sur un contrôle
légitime du financeur après coup en cas de... Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc, des temps différents, mais c'est justement parce qu'il y a des temps différents qu'on est dans l'innovation pédagogique et qu'on donne une nouvelle place à l'apprenant dans ses parcours de formation ouverte et à distance, ou tout ou en partie à distance. Le deuxième point que j'ai soulevé et que vous avez parfaitement illustré, c'est que les temps sont des temps aussi en asynchronicité. C'est-à-dire que la loi nous permet d'imaginer des parcours dans lesquels l'apprenant peut dérouler son parcours sans la présence systématique de son formateur ou de sa formatrice. Et donc là, on est sur une alternance fondamentale de la mutualité. C'est pas seulement présence et distance, c'est surtout pour moi formation et auto-formation accompagnée. Alors, c'est pas vraiment une question que vous a posée, monsieur. C'était une réflexion plutôt. Là-dessus, vous avez des éléments peut-être, vous, de votre côté, Marie-Alix ou Anne-Sophie? Oui. Par rapport aux tests de temps, il ne faut pas hésiter non plus à les documenter, ces tests de temps, parce que souvent on pourrait croire, on pourrait dire ils sont faits, mais il faut les documenter justement pour pouvoir justifier dans les éléments probants de la manière dont ils ont pu être estimés ces temps-là, et pas seulement, et là je rejoins ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, pas seulement l'équipe pédagogique ou l'équipe de conception qui va mettre 3 heures, alors qu'un vrai apprenant va peut-être mettre 4h30 ou 5 heures. Donc ne pas hésiter aussi à documenter cette phase-là de test. Et pour rebondir sur ce que vous dites sur le... Je crois qu'on parle de certificat de réalisation, c'est ça? En fait, c'est ça maintenant qu'on demande, c'est le certificat de réalisation et pas la signature des présences, enfin des margements. Voilà. C'est de la responsabilité de l'équipe pédagogique de signer le certificat de réalisation. Exactement. Parce qu'on connaît le niveau d'activité, c'est notre responsabilité qui est engagée en cas de contrôle. Exactement. Alors effectivement, j'en ai parlé ce matin lors de l'intervention que j'ai faite sur la digitalisation, un petit peu le droit de la formation. Ce que vous demande effectivement, ce certificat de réalisation que vous demandent les financeurs, en fait, c'est un modèle qui a été construit par le ministère du Travail, donc qui est censé être utilisé par tous les financeurs. Et si effectivement il n'y a pas d'anomalie détectée dans vos formations, il n'y a pas de raison que le financeur remette en cause ce certificat de réalisation. Et on ira effectivement sur les éléments probants, alors type relevé de connexion, tout ce que j'ai expliqué un petit peu ce matin, ou devoir, ou test de positionnement, si effectivement il y avait un souci, une anomalie détectée. D'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. Je voudrais que vous reveniez, s'il vous plaît, sur le temps de connexion et de déconnexion des apprenants, comme vous dites. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je ne suis pas formateur, ce n'est pas mon métier, mais je suis plutôt informateur. Et sur une réunion d'information de 2 heures, on passe peut-être une demi-heure à expliquer aux gens comment il faut faire pour se connecter, se déconnecter, le VPN, pas le VPN, enfin bref. On a l'impression que pour animer une formation, dorénavant, il faut avoir un master en maintenance informatique. Vous voyez ce que je veux dire? Pour diriger un OF aussi. Voilà, d'accord, voilà. Donc je veux dire, par là, qu'est-ce que vous pourrez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre, à la limite, pour que on passe moins de temps à faire le technicien informatique, quoi. C'est ça le sujet. Ouais. Pour aller à l'essentiel, quoi. Parce que je vois tout le monde rigoler, mais je vois que ça parle à tout le monde, ce que je dis. Ça parle à tout le monde. Voilà. moi, je pense qu'on a deux choses. Je parle pas des hotlines pour les apprenants, je parle de formation de formateurs. En fait, c'était ma réponse. Vous avez posé la question, vous avez la réponse. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de former nos formateurs aussi à ces outils-là. Alors, on n'en fait pas des informaticiens, on n'en fait pas des techniciens, mais au moins, on essaie de leur donner 2-3 clés pour pouvoir jongler avec ces impératifs techniques et surtout arriver à pallier avec élégance quand il y a un bug. Donc c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait quand à un moment ça fonctionne pas et on a un certain nombre d'apprenants en face, et il faut assurer, donc comment on s'organise. Pardon ? La pédagogie de la panne. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas mal ça. Ça ralentit tout le monde. Ça ralentit tout le monde. Et là, pour le coup, c'est un autre risque de la formation à distance. Mais on voit bien quand même que les outils s'améliorent. Je vous rappelle encore, il y a peut-être une génération dans la salle qui ne va pas se rappeler, mais il y a encore 15 ans, quand on allumait son modem, on payait à la minute et en francs et ça faisait du bruit. Donc on voit bien quand même qu'il y a des évolutions dans le temps et je parie pour que les prochaines années, on ait moins de difficultés opérationnelles, en tout cas sur des connexions comme ça. Mais la formation, ça va être la seule clé, je pense.
Et la pédagogie de l'appel. Et après, moi, concrètement, ce qu'on fait, c'est quand on envoie les codes de connexion aux gens, ou qu'ils les reçoivent de manière automatique, ça dépend comment c'est fait, on joint un tuto. Alors au début, c'était un PDF, cliquez là. On a laissé tomber le PDF, on met des petites vidéos qui est hébergées chez Vimeo, enfin juste un lien en fait, donc ils peuvent cliquer sur le lien qui leur montre déjà comment accéder à la plateforme, où il faut cliquer, machin, tout ça. Et la classe virtuelle, vous cliquez là. Enfin voilà, on a fait un petit tuto vidéo simple. On espère qu'ils le regardent avant. C'est rarement le cas. Voilà. Et après, on convoque souvent, pour une formation à 9h, on va convoquer au moins 20 minutes avant. En fait, on ne convoque pas, mais on dit connectez-vous à partir de 8h40. Et en fait, on a alors soit le formateur, mais pas forcément, parce que le formateur, il embauche à 9h, si je puis dire. Enfin, soit en effet la hotline, enfin, le support qui, lui, embauche à 9h moins le quart, exactement. Et c'est pas pour rien qu'il est là à 9h moins le quart tous les matins. Qui va être disponible, limite connecté à la classe virtuelle pour accueillir les gens sur le point de vue purement technique, pour essayer de lever ce frein technique. Et après, on n'hésite pas à... Moi, le nombre de fois où j'ai mis le numéro de mon téléphone dans un chat en disant « Appelez-moi à tel numéro » et la personne m'appelle. Je lui fais rallumer son ordinateur. Enfin, on fait la totale jusqu'à ce que ça marche. Et très rarement, ça ne marche pas, en fait, au final. Mais par contre, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'il faut libérer le formateur, parce que le formateur, il a quelque chose à faire, c'est animer une classe virtuelle. Et donc, c'est là où, quand on est tout seul, à la fois sur le plan technique et pédagogique, c'est compliqué. Enfin, et animation, c'est compliqué. Mais, sans parler des zones blanches. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un formateur en zone blanche sans m'en être rendu compte, qui anime une classe virtuelle. Et au plus les gens se connectaient, au moins on entendait le formateur. Et donc, finalement, à le faire se déplacer 30 km pour aller à Lunel, parce que c'était Lunel. Donc, on a demandé à tout le monde, s'il vous plaît, on est désolé, est-ce que vous pouvez revenir dans 30 minutes? On a décalé la formation de 30 minutes. Bon, là, comme vous disiez, il faut arriver avec élégance à faire des choses, quoi. Mais c'est bien d'anticiper tout ce qu'on peut, enfin, bien sûr, mais c'est compliqué. Alors, effectivement, on ne peut pas tout anticiper. Non, on ne peut pas tout anticiper. Donc, là, c'est intéressant d'avoir vos témoignages là-dessus, parce que c'est du vécu, quoi. Ah oui, oui. Ah oui. Et pas tous les jours, mais oui, presque. mais presque. Ah oui, non, oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Justement, au sujet de vos formateurs, vous aviez parlé tout à l'heure de montée en compétences. Comment vous avez appréhendé cette distanciation de l'animation est-ce que vous avez interrogé vos formateurs sur les croyances qu'ils pouvaient avoir sur leur posture à distance? Est-ce que vous avez fait de la formation interne? J'aimerais beaucoup entendre votre témoignage sur le sujet. Vous voulez y aller? Oui. La première chose qu'on a fait, c'est de faire un audit, finalement, de voir quelles pouvaient être leurs appétences, leurs craintes, qu'ils expriment finalement ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils pensaient savoir faire, et ensuite ce qu'ils ne savaient pas faire et sur les sujets sur lesquels ils ne se sentaient pas à l'aise. Et après, effectivement, on s'est fait accompagner pour justement faire monter en compétence ces formateurs-là pour qu'il y ait un niveau... pas moyen mais minimum, justement pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils prennent cette posture de formateur et d'animateur à distance et que nous on soit garanti effectivement que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais première phase audit, la phase d'avant c'est convaincre qu'il va falloir y aller et y aller. Ensuite c'est l'audit. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? La manière dont vous voulez le faire. Et ensuite, c'est monter en compétences en interne, par un plan de développement des compétences internes et par de la formation externe qui vient accompagner l'ensemble des formateurs à monter en compétences. Merci. Et juste pour compléter sur ce point, en effet, pareil, accompagnement interne. Alors par le service pédagogique qui accompagne notamment les nouveaux formateurs, mais aussi les anciens, enfin qui étaient là avant. Voilà, et après on est aussi passé par de l'accompagnement externe à un moment pour que ça vienne d'ailleurs en fait, et d'experts qui ne sont pas impliqués dans l'organisation de la structure en fait, qui ont vraiment une approche de la pédagogie, et pour mettre en fait aussi les formateurs en position de stagiaires. Donc du coup, en suivant eux-mêmes une formation à distance avec des visios, tout ça machin, ils se sont retrouvés à voir ce que ça faisait d'être stagiaire et du coup à se projeter sur voilà, et vraiment on a axé cette intervention sur animer la formation à distance. La personne leur donnait beaucoup de trucs qui marchent, des brise-glaces, des trucs, des machins, donc ça les a un peu outillés sur ça et on essaie de le refaire de temps en temps. Et après sinon dans la pratique, on a aussi demandé des fois à des formateurs un peu à l'aise ou qui commençaient à être rodés, genre après le confinement, qui avaient ouais j'ai réussi, c'est cool, si d'autres formateurs pouvaient venir dans la classe virtuelle en fait, tout simplement observer
pour les détendre, parce qu'en fait souvent il y a du stress de j'ai jamais fait, je vais pas savoir le faire, et en fait de voir l'autre, comment il le fait, bon c'était un partage d'expérience en fait. Et on a mis en place aussi pendant le confinement des groupes de partage d'expérience, les formateurs insertion par exemple, les formateurs linguistiques, on faisait des petits rendez-vous. J'ai testé ça, j'ai fait ci. On a fait la même chose sur les formations internes, mais pas forcément sur les formations internes liées à la formation. Je pense à une formation qu'on a fait sur les techniques de recherche d'emploi. On a fait exprès vraiment de la faire en virtuel, en distance, avec beaucoup d'outils pour que les formateurs qui étaient là pour autre chose que l'animation à distance puissent s'inspirer de l'animation à distance auquel ils participaient de manière presque induite pour justement apprendre aussi ça. Voilà, donc en fait, c'est au quotidien, tout le temps, on essaie à chaque fois de former les formateurs, de leur donner des outils, même si ce n'est pas institutionnalisé en disant « vous allez suivre une formation sur l'animation à distance », on le fait nous aussi, finalement. Bonjour. J'aurais une question en ce qui concerne les DE sur l'accompagnement dont vous aviez échangé tout à l'heure. Les personnes qui se retrouvent à domicile et qui peuvent avoir des difficultés justement sur le matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aides pour eux ou des financements de matériel pour qu'ils puissent assister aux cours sur du distanciel comme celui-ci ? Alors moi je ne sais pas, très sincèrement je ne sais pas s'il y a des aides. Alors pour l'apprentissage, on peut avoir effectivement le financement d'ordinateurs. Alors je ne sais pas, un peu comme les lycéens, avec les ordinateurs région des lycées. En tout cas pour les apprentis, dans le cadre du CFA, on peut effectivement avoir du soutien pour le matériel. Pas à ma connaissance sur les autres apprenants, en tout cas pas sur les dispositifs que l'on connaît. Par contre, on est extrêmement vigilant, nous en tant qu'OF, à avoir du matériel de qualité sur place, puisque rien n'oblige finalement d'être chez soi pour suivre de la formation à distance. Et du coup, c'est ça qu'on valorise aujourd'hui. Merci. Voilà, moi, ça serait la seule expérience que j'ai, ça serait sur ça aussi, sur du tiers-lieu, c'est-à-dire soit dans l'organisme, soit dans des tiers-lieux existants, de trouver des lieux pour accueillir les personnes qui n'auraient pas le matériel. Après, moi, plein de fois, ça m'arrivait d'avoir des stagiaires qui du jour au lendemain nous disent j'ai pas ce qu'il faut et qui se dépatouillent et le lendemain j'ai ce qu'il faut, alors c'est pas évident mais qui trouvent un casque avec un micro qui vont emprunter Après il faut être vigilant aussi sur ce que l'apprenant considère comme j'ai ce qu'il faut parce que la formation faite sur un iPhone ou le zoom sur un iPhone alors qu'on doit travailler sur aller sur un site, consulter une autre vidéo, remplir un document pour rendre un travail, c'est pas convenable. Donc tout de suite, il faut aussi que le formateur considère et apprécie ça en se disant là, cet apprenant a effectivement le bon matériel, le bon réseau, pas la zone blanche pour pouvoir suivre dans de bonnes conditions et de manière qualitative la formation, ou alors qu'il l'invite à se déplacer en centre. Juste pour rebondir, il y avait aussi qu'un bon point peut-être aussi au niveau des possibilités d'équipement informatique. Oui. Par rapport à la personne. Alors moi, ça n'avait pas du tout à voir avec ça. C'est simplement que sur des formations théoriques, effectivement, et informatiques, il y a une possibilité de formation à distance. Nous, on a quand même une grosse problématique, c'est qu'on est sur des formations manuelles. Et c'est vrai qu'au niveau des pratiques, notamment esthétiques, coiffure, massage, c'est hyper compliqué de trouver des solutions à distance. On essaye en visioconférence, on essaye sur beaucoup de supports, mais ça devient très très compliqué. Alors on a réussi pendant le Covid à continuer sur de la théorie pendant tout ce moment-là. Oui. Mais à un moment donné, il a fallu qu'on reprenne sur les plateaux techniques et on ne pouvait pas faire autrement. Est-ce qu'on a d'autres solutions ? Alors nous, je sais que par exemple sur le service à la personne, l'hygiène et la propreté, par exemple, il y a forcément aussi une partie technique et on a des plateaux techniques dans nos centres. Pour ce type de métier, je ne crois pas au tout distanciel. Je sais qu'il y en a qui le font et certainement qu'ils le font très bien. Dans ces cas-là, pour moi, l'hybridation, elle est effectivement intéressante. Après,
C'est ce qu'on pense aujourd'hui en 2021. Il y a de telles avancées, de tels bons technologiques. Tout à l'heure, parmi les exposants, il y a de la réalité virtuelle sur un chantier. On peut imaginer demain plein de choses. Et, en fait, on n'imagine pas ce qui va arriver en technologie et en capacité de pouvoir le faire, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, pour moi, je suis un peu attachée au plateau technique. C'est mon côté... conservateur peut-être, mais j'y suis attachée. Donc nous, sur la partie plateau technique, on hybride forcément. Merci. Et après, à AMS, il y a quelques actions. Enfin, il y a des actions aussi dans l'hygiène, notamment, qui méritent qui ont besoin de matériel, qui ont besoin de pratiquer. Et en fait, quand on les passe à distance, c'est sur des modèles classe inversée, c'est-à-dire où on va mettre, là où la formation durait 3 jours en présentiel, on va faire 3h30 en amont, avec tous les apports théoriques possibles, des vidéos filmées du formateur qui montrent déjà des choses, etc., etc. Et après 2 jours de ce que certains formateurs appellent formation-action, où en fait l'essentiel du contenu comme ça un peu théorique ils l'ont vu, mais là vraiment on va entrer en pratique ou revenir sur vraiment ce qui vous... Voilà. Mais il faut du matériel. Oui, une autolaveuse, non, il faut du matériel. Et moi, pendant le confinement, j'ai vu un formateur comme ça sur l'hygiène HACCP, je crois, c'est celui qui a dû faire 30 km déjà, donc ça a commencé très mal sa formation, et il est super formateur. Et donc, il avait préparé tout un PowerPoint pour expliquer, en fait, l'histoire des lingettes, enfin, je sais plus, des choses très pratiques. Tout ça, et au bout d'un moment, ça l'a énervé, le stress est monté, donc il a enlevé le PowerPoint, il a pris son sac, il a baissé la caméra, et il a fait tout ce qu'il aurait fait en salle, il l'a fait comme ça, et je trouvais qu'il avait assuré, parce que du coup, il n'a pas perdu son sang-froid, il a montré aux gens comme il aurait montré, sauf qu'il ne pouvait pas pratiquer, mais bon, il a quand même fini par montrer pour de vrai, et bon, bah c'est... Voilà. Mais après, il y a la FEST aussi qui est intéressant, c'était les actions de formation, situation de travail qu'on essaie de pratiquer comme ça, c'est-à-dire on peut montrer plein de choses en classe virtuelle, vous dire plein de choses. Après, vous devez aller le faire, vous, le mettre en place sur vos lieux de travail. Alors là, des fois, on est passé, on a biaisé en faisant des binômes, c'est-à-dire de l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire, un stagiaire va voir un autre stagiaire le mettre en action, il remplit une grille, puis lui va être là. Et après, on débriefe en classe virtuelle avec le formateur sur comment ça s'est passé la fête. C'est une manière de biaiser. Mais bon, enfin, de biaiser, ça marche aussi, mais ça ne remplacera pas. Enfin, après, plaisir. Oui, je ne me suis pas présenté, Jean Van der Spelden du FFOD avec 3 F. Voilà. J'ai bien aimé effectivement l'éclairage sur la double agilité de l'apprenant et de l'appreneur, l'agilité numérique, donc qui est à la fois un prérequis et un objectif. Mais c'est cette double, cette injonction paradoxale qui crée l'intérêt de mettre des apprenants à distance pour les mobiliser à développer des capacités sur le territoire numérique. Et moi, je peux témoigner, faisant moi-même des actions de formation à distance avec toutes les régions, dom-tom compris, que le numérique est un territoire de plus en plus fiable et qu'on a effectivement, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, aujourd'hui un territoire numérique, alors je mesure bien les zones blanches, les problèmes de matériel, etc., mais on va vers un territoire de plus en plus fiable, de plus en plus performant, en qualité de son et en qualité d'image. Et je vous pose une question, est-ce que vos équipes pédagogiques peuvent rebondir sur le concept de proximité numérique? C'est-à-dire que... On va y aller. Être proche aussi sur le territoire numérique et être peut-être plus proche auprès de certains apprenants sur le territoire numérique que sur le territoire métrique. Oui, non, ça moi Alors à AMS, on a interdit WhatsApp pour les stagiaires et les formateurs, mais parce qu'en fait, pendant le confinement, il y a des choses qui se sont créées comme ça en mode communautaire, mais alors sur des téléphones perso, donc ça posait des problèmes. Mais en fait, ils nous ont dit, mais on s'est mis à échanger avec les stagiaires, à se retrouver tous derrière un écran tous les jours avec le café, tout ça, c'était beaucoup plus familier, mais dans le bon sens, qu'avant dans la salle de formation. Donc la proximité dans ce sens-là avec les gens, il y en a beaucoup qui ont témoigné sur le fait qu'ils se sentaient même plus proches de leurs stagiaires depuis qu'ils étaient obligés de fonctionner avec le distanciel, ce qui est assez paradoxal. Mais après, à AMS, moi je trouve ça intéressant parce qu'on est sur un territoire où finalement on avait des équipes qui se croisaient peu, Est-Ouest, comme on dit, c'est-à-dire ancien Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et avec le confinement, ça a permis de plus fonctionner par compétence que par antenne, en fait. Et c'est donc là, proximité entre formateurs un peu plus renforcée aussi. Un peu forcée, mais un peu renforcée. Oui, même constat. Sur le lien social, y compris entre collaborateurs, il y a eu un élan aussi de solidarité que le numérique a permis finalement de combler. Ou en tout cas, ça a été le vecteur. Donc oui, on le retrouve.
Et après, il y a une appétence quand même des formateurs à accompagner les apprenants, y compris dans le domaine du numérique et du digital, parce que immédiatement, ça va être le moyen de dispenser la formation, mais je pense qu'aucun formateur aujourd'hui, quel que soit le pôle dans lequel il intervient, n'a pas conscience que cet apprenant demain, il va être sur le marché de l'emploi et que le digital, il va forcément y être confronté. Donc il y a cette volonté de former à la fois par le digital, mais aussi pour le digital et du coup d'être en cohérence avec le marché du travail et le marché des habitudes qui sont prises aujourd'hui. On a juste une question qui arrive via le chat, donc je vous la dis tel quel, vous me direz comment vous la comprenez, mais pourriez-vous développer la notion de positionnement du formateur à distance par rapport au formateur en présentiel? Alors la notion de positionnement, je pense que c'est peut-être la posture du formateur à distance par rapport au formateur en distanciel. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez dû... Alors, vous avez expliqué que vous aviez fait de la formation, vous aviez amené... Je trouve très intéressant, effectivement, de mettre le formateur dans une position de formé, ou qui voit effectivement ce qui peut se passer, parce que souvent, c'est ce qu'on appelle le cas par l'exemple, quoi. On voit ce qui se passe. Voilà, comment vous avez un petit peu... vous avez pu caractériser ce changement de positionnement, ou quel est celui du formateur à distance, celui du formateur en présentiel? Il y a vraiment... des différences, il y a... Enfin, moi, c'était surtout le côté formateur qui devient animateur et tuteur. Et c'est-à-dire le tuteur, c'est pas un coach, mais c'est un tuteur qui peut être un tuteur d'équipe, un peu à relancer un peu les gens à distance, et puis à savoir ce qui se passe pour chacun. Enfin, on est dans l'individualisation. Le distanciel permet l'individualisation, mais ça prend du temps. Et le tuteur a besoin de temps pour faire son travail de tutorat. Voilà, c'est une autre question. Mais c'est vrai que le distanciel laisse une grosse place au tutorat qu'on n'avait pas en présentiel, qu'on aurait peut-être dû avoir. Enfin, du coup, on peut réfléchir pourquoi en présentiel, on ne ferait pas aussi du tutorat, mais on est là avec les gens, donc c'est de la formation, c'est différent. Mais c'est surtout ça, moi. Sur l'évolution de la posture, je pense que c'était plus de la crainte, finalement. C'est je vais devoir changer de posture, je vais changer de métier parce que je change de média de formation. Alors que finalement l'animation, le tutorat, le suivi reste le même, enfin en tout cas avec le même intérêt. Donc c'était plus le changement de posture, il était plus sur nous on l'a ressenti comme ça, sur la gestion des outils. J'ai peur de ne pas y arriver et de ne plus avoir ma posture de formateur parce que d'un coup je suis face à un outil et non plus face à des apprenants. Il y avait cette frontière, cet espace-là, je suis derrière mon écran et pas forcément avec mes apprenants. Donc c'était plus par la maîtrise de l'outil que finalement la posture elle est revenue posture de formateur et d'animateur. Vous avez parlé du support technique que vous proposiez à vos apprenants pour pouvoir suivre leur cursus à distance. Qu'en est-il est-ce que vous avez expérimenté des accompagnements spécifiques pour donner de l'autonomie dans l'apprentissage à distance pour des personnes, surtout sur des cursus longs où le stagiaire va devoir construire ses mécanismes d'apprentissage, s'outiller. Comment vous appréhendez le sujet? Pour AMS, on n'est pas sur du qualifiant ou des formations longues, on est plutôt sur des formations OFI ou alors il y a Projet Pro qui est un peu long. On a ajouté une couche juste, mais vous avez peut-être plus d'exemples sur ça que moi. On a un peu ajouté une couche sur l'apprendre à apprendre et l'apprendre notamment à s'organiser. Parce que, en effet, quand on est à distance, déjà le matin, il faut se lever, il faut se mettre il faut tout lancer. Donc on passe aussi par des outils un peu de planification qu'on met à la disposition des stagiaires où ils vont planifier leurs tâches, checker ce qu'ils ont, leur réalisation, ce genre de choses. Notamment, je sais qu'il y a des formateurs, il y a un dispositif sur lequel on a utilisé Trello, qui est un outil où on peut facilement déplacer ce qui a été fait, pas fait, des choses comme ça, pour les stagiaires, vraiment pour qu'eux-mêmes gèrent un petit peu leur organisation. Après, on n'est pas trop confronté à ça. Je ne sais pas si vous avez plus... Non, moi je pense qu'on a du travail. Je pense qu'on y est confronté et qu'on doit y répondre, parce que c'est certainement ce qui nous reste à faire. Sur le apprendre à apprendre, on est plutôt effectivement déjà... bien avancé, mais pas sur le apprendre à apprendre à distance. Je distingue parce que là aussi, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure de la posture du formateur, la posture de l'apprenant, c'est pas non plus la même qu'il soit en présentiel ou en distanciel, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Je pense que ça va passer par la formation. C'est du apprendre à apprendre à distance. Voilà, c'est dans quelle posture on se place quand on est apprenant à distance. Alors avec des outils, mais pas seulement. Non. Non. Non.
Non. Comme un MOOC. Comme un MOOC, mais on peut... Ah, comme un MOOC. Pas Spock. C'est privatique et c'est payant. Oui. Ah oui, mais alors moi, vous savez, les euros... Non, après, moi, ce qu'on met souvent dans les modules, on leur met une petite vidéo, enfin, bon, ça reste anecdotique, enfin, de la petite vidéo qui explique le parcours, qui explique un peu la messagerie, le machin, les différents outils à la disposition. Mais ça reste un peu de la découverte de l'outil, plus que vraiment de la nouvelle posture de l'apprenant. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle posture de l'apprenant qu'il faut encourager, quoi. Moi j'ai une question. On a parlé du coup des problèmes techniques que peut engendrer la formation à distance. Mon interrogation, c'est comment on gère les différences de niveau des personnes face à l'outil numérique. Parce qu'on peut se retrouver avec des personnes très à l'aise quand vous leur dites cliquez sur ce lien, pas de problème, et il y en a d'autres complètement perdus. Est-ce que vraiment dans la formation, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est difficile à gérer? Comment vous le vivez au quotidien? Alors déjà, on essaie de faire, d'identifier au préalable à l'entrée en formation l'appétence ou la difficulté par rapport au distanciel ou au numérique. On passe aussi par l'outil, mais pas seulement. On peut avoir un très bel ordinateur et ne pas savoir s'en servir. Donc effectivement, on essaie de l'anticiper en amont et on peut proposer un accompagnement spécifique pour justement essayer d'avoir une classe harmonieuse au moins de ce point de vue-là. Voilà. Sachant qu'on est quand même dans l'individualisation de parcours, la mutualisation, donc il y a un vrai exercice de jonglerie pour le formateur à gérer peut-être quelqu'un qui est très à l'aise et quelqu'un qui l'est moins. En plus des problèmes techniques qui viennent voilà, en plus. Oui, c'est ça, pareil. Ouais, donc un travail en amont sur les besoins et les attentes. On avait fait une grille, une liste de questions pour le positionnement, pour savoir si on les positionne ou pas sur du distanciel, ou si on attendait la reprise du présentiel, notamment dans l'histoire de confinement, qui interrogeait, voilà, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser ça? Est-ce que ce que vous avez à la maison? On allait même jusqu'à dire, est-ce que vous avez un endroit calme où vous isolez? Est-ce que vous avez des enfants avec vous à garder en même temps? Est-ce qu'il y a un Wi-Fi à la maison? Est-ce que c'est un Wi-Fi partagé? On est allé sur des questions, des fois ils ne pouvaient pas répondre. Donc quand ils ne pouvaient pas répondre, on disait, bon, on va peut-être pas les positionner parce que déjà, cette problématique ne leur parle pas. Et oui, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient hébergés dans des endroits où ils n'avaient pas de Wi-Fi, ils étaient sur un smartphone pour suivre des classes virtuelles. Au bout d'un moment, ça allait être sur leur forfait. Enfin, ça posait vraiment des questions. Donc c'est surtout en amont, ouais. Et après, les difficultés, les formateurs accompagnent beaucoup de difficultés, ça, j'en entends beaucoup. Hein. Et la hotline aussi. Oui, où ils renvoient vers quadruple, oui, complètement. Bonjour, oui, j'avais une question sur l'ingénierie pédagogique, notamment sur les classes virtuelles, savoir comment vous avez pu quantifier la durée de ces classes virtuelles. J'ai cru entendre tout à l'heure 3h30, par exemple, sur un exemple de classe virtuelle, c'est ça? Non. Non? Pardon, 3h30, ça devait être sur une classe inversée, c'est-à-dire un parcours à distance, mais pas forcément en classe virtuelle, justement, un apport de contenu. Alors, je dis non parce que sur les publics d'AMS, on ne fait pas des classes virtuelles de plus d'1h30 en général. C'est en rapport avec le public. J'en serais sur des webinaires avec des gens assez habitués à apprendre et avec un niveau de qualification, de capacité d'apprentissage plus élevé, on le ferait peut-être. Mais là, sur les publics qu'on a, on sait qu'1h30, c'est déjà un max. Donc, on fait des classes virtuelles d'1h30 qui sont en général un peu scénarisées. Enfin, on a aussi des outils de scénarisation de la classe virtuelle pour qu'elle soit dynamique. C'est pas un monologue d'1h30, ça, c'est pas possible. Donc, il y a des séquences, on utilise les outils que vous retrouvez de sondage, le tableau blanc, le chat, des petits nuages de mots qu'on intègre, les sous-salons, ça marche super bien. Il y a un moment où on a formé nos formateurs au fait de diviser les classes virtuelles en plusieurs sous-groupes. Et ça, les stagiaires adorent en fait se retrouver 3 ou 4 tout d'un coup pendant 10 minutes sur une question à préparer. Après, ils reviennent tous ensemble. On arrive à... Il y a plein d'outils aussi pour animer les classes virtuelles, que ce ne soit pas monotone. Mais donc sur la durée, c'était ça votre question? Oui, c'était ça, effectivement, parce que j'ai eu beaucoup de... 1h30, quoi. Oui. Non, c'est super. Donc ouais. Quitte à en faire plusieurs dans la même journée. C'est là où je dis, si vraiment on doit rester sur du temps synchrone, parce que les stagiaires sont mobilisés ce jour-là, donc il faut qu'ils fassent tout le parcours sur la même journée. Bon, on va faire une classe de 9 à 10h30, une petite de midi à midi et demi, histoire d'être sûr que tout le monde a fait ce qu'il fallait faire, et puis après on en remet une l'après-midi, par exemple, quoi.
Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de formateurs quand même passer avec le Covid du présentiel au distanciel, mais vraiment avec des ateliers ou des formations à distance qui durent en synchrone une journée, 2 jours, 3 jours. Voilà. Et ça a été une catastrophe d'un point de vue c'est l'enfer, pédagogique. C'est épuisant, c'est l'enfer, c'est ça. Vous ne pouvez pas imaginer 7 heures de discours descendant en classe virtuelle dans la même journée. Sauf à l'université, mais on le sait. Peut-être un défaut d'agilité. Mais oui, là, avec les publics, on a un peu sensiblement les mêmes. Effectivement, il faut être hyper innovant et hyper agile pour pouvoir maintenir... Je pense que c'est valable pour un public très large. Hein. Oui, c'est valable pour un public très large. Complètement. Merci. Merci, oui. D'abord une confirmation, hein, effectivement, au FFOD, on observe les pratiques de classes virtuelles, qui sont ni des classes ni virtuelles, mais qui sont des salles numériques dans lesquelles il y a des activités pour apprendre. C'est qu'en général, elles ne dépassent pas 1 heure, voire 3/4 d'heure. Effectivement, mieux vaut faire 2 classes virtuelles de 3/4 d'heure qu'une classe virtuelle d'1 heure et demie. Donc, et que les temps synchrones sont vraiment donnent du sens à la mise à distance des apprenants. Donc, on a besoin de se retrouver dans des salles numériques où on va interagir. Je vais rebondir sur le apprendre-apprendre qui est fondamental. Hein. Le apprendre-apprendre en présentiel il est fondamental. Moi je pense qu'à distance on va plus loin que le apprendre-apprendre. On va apprendre à s'auto-former en multimodalité. Parce que là on a parlé de multimodalité présence-distance, on a parlé de synchrone-asynchrone, on a parlé de connecté et de non connecté. Moi j'ajouterais des activités individuelles et des activités collectives. Le parcours d'individualisation, c'est la possibilité de mettre en place des activités collectives, qui sont un ciment fondamental de la cohérence, du sentiment d'appartenance et de la motivation des apprenants sur des parcours plus ou moins longs. Complètement. Mais c'est un des éléments qu'on fait vraiment varier, si je reviens sur ma scénarisation, les tableaux de scénarisation, c'est ça. Le individuel sous-groupe, c'est une des colonnes qu'on va faire varier. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait que des activités en individuel, il ne faut pas qu'il y ait que des activités en grand groupe. Donc c'est un facteur à varier dans la conception, quoi, dans la scénarisation. C'est la même chose. Comme le synchrone, l'asynchrone, comme le distanciel, le présentiel, comme tout ça, quoi. Est-ce que, comme on disait, les classes virtuelles, etc., on ne peut pas, en formation à distance, faire comme on fait en présentiel, une journée complète de formation. Mais du coup, est-ce que la formation à distance, tout en gardant les mêmes durées de formation, n'a pas augmenté les délais? C'est-à-dire que, par exemple, on fait 1 heure par jour, donc sur une semaine, on a toujours nos 5 heures, ou 7 heures. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas augmenté c'est sur 6-7 jours pour 7 heures de formation? Est-ce que ça augmente pas tout ça, ces temps, en fait, de mise à disposition, là où en présentiel on a 1 journée ou 2? Après, moi je trouve que c'est des temps très utilisables et moi quand je peux, je promeux l'éclatage des jours, c'est-à-dire au lieu de faire 2 jours de suite comme on aurait fait en présentiel, c'est de faire par exemple 3 heures en amont en distance, 1 jour de présentiel et 10 jours plus tard, ce qui manque, quoi, le dernier jour en webinaire par exemple, mais avec cette intercession, ce temps-là où il peut se passer plein de choses, même si c'est pas compté comme du temps de formation, la personne qui est en apprentissage, il y a quand même des choses qui se passent de « ah oui, j'ai compris ça je l'ai pas compris, mais du coup ça », ou des applications à mettre. Et donc moi, dans la mesure du possible, j'adore scénariser en éclatant tout ça, en tenant plus compte il faut que ce soit des jours ou de demi-jours, mais non, il faut que ce soit 14 heures en tout. Et après, en général, quand on part sur, je donne l'exemple tout à l'heure d'une formation 3 jours en présentiel, elle va finir à 2 jours et demi, par exemple. C'est-à-dire, souvent, on se rend compte qu'on baisse le temps un petit peu, pas forcément beaucoup, on le baisse un peu parce que il y a des choses qui vont... Enfin, le temps moyen va un peu baisser, ça ne veut pas dire que chaque apprenant va passer moins de temps. Ça va plus être à leur mesure. Ils intègrent sur les temps off. Exactement. C'est le rythme, et le fait d'espacer, la cadence. Voilà. C'est des histoires de cadence. Complètement. Et après, le tutorat, là, au milieu, il est super intéressant parce que si je mets moins de formation, mais que je mets plus de tutorat, mais il peut se passer énormément de choses en termes d'acquisition de compétences, de suivi, etc. Donc, il faut le doser, quoi. Des fois, on a moins besoin de formation descendante comme ça, mais plus de tutorat qui va faire avancer individuellement ou collectivement les gens. Mais le temps, il change avec le distanciel. On en parlait tout à l'heure sur le temps apprenant, le temps stagiaire, le temps synchrone. Non. Le temps de conception, qui est énorme. Oui, oui. C'est des euros tout ça, je vous le dis, c'est des euros.
À propos de la fonction tutoriale, comment vous la valorisez dans vos ingénieries et comment vous la testez? Comment vous la valorisez et comment vous la testez? La tester, ok. Alors en interne à AMS, parce que ça reste des salariés à AMS, donc il y a des temps de tutorat où ils vont, ils sont dédiés, ils savent que telle matinée ils sont en tutorat, donc ça veut dire qu'ils doivent faire avancer les stagiaires sur du temps de tutorat. Donc là après, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de contrôle, mais ça va être a priori sur des chats, sur des forums, sur du téléphone ou sur du mail que ce tutorat va se passer. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément là, je pense qu'il y a des choses à creuser, on n'a pas forcément un contrôle très précis de ce qu'a fait le tuteur pendant son temps de tutorat. Je ne sais pas si c'était ça votre question. C'était ça ma question, mais c'était plus dans le... Par exemple, j'ai un stagiaire en hybride, où la fonction tutorale est super importante dans son parcours. C'est du temps qu'on consacre au stagiaire. Comment je le valorise sur le devis que j'envoie au financeur, et après, comment je vais attester dans mon certificat de réalisation que cette fonction tutorale, elle a existé et qu'elle elle participe réellement à la réalisation de l'action de formation. Oui. Alors, non, je réfléchis, ça nous est arrivé. Nous, par des outils de suivi. Mais on a des suivis de suivi. On met au devis. Vous mettez un forfait fonction tutorat. Ouais, on met au devis 2 heures de tutorat et c'est... Là, j'aurais tendance à dire qu'à la base, c'est pas négocié avec le financeur à l'annonce. Oui. Ça peut dire que s'il y a du temps de tutorat, c'est tout à fait. Oui. Un temps de tutorat à partir du parcours pédagogique, donc de la montée de son formation. Et c'est finançable. C'est finançable. Mais je pense qu'il faut le réfléchir en amont avec le financeur. Ah, bien sûr. Voilà. Donc, et après, on est toujours sur la logique d'éléments probants pour amener effectivement des comptes rendus de suivi, des comptes rendus d'échange, des outils. Oui, et même le contenu des échanges, de faire un compte rendu. Alors après, c'est vrai que nous, on demande aux formateurs de tout enregistrer, par exemple les visios, parce que derrière, ça génère des feuilles de présence, machin, et donc voilà. Alors après, ils ont conscience qu'on ne va pas les regarder. C'est pas... Alors, au début, ça faisait peur, par exemple, pour parler des formateurs. Quand au début, on leur disait, il faut enregistrer toutes les classes virtuelles. Comment? C'est Big Brother, ça? Oui, ça fait très Big Brother. Mais après, je ne suis jamais allée voir une classe virtuelle. Déjà, je n'aurais pas le temps. Enfin, et puis les responsables qui pilotent, je ne pense pas qu'ils aient le temps non plus. Mais ça génère des feuilles de présence, ça génère ceci. Alors pour mais il faut expliquer aussi aux formateurs que si un jour il y avait un contrôle, parce qu'il y avait une anomalie détectée, si vous sortez effectivement l'enregistrement de la classe virtuelle, c'est un élément probant. Voilà, et que c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et que ça permettra à l'agent qui viendra faire le contrôle de dire ah ben oui, effectivement, il y a bien eu tant d'heures de financé, ils étaient bien là. Au revoir, madame. Au revoir Anne-Sophie, je reviendrai la prochaine fois. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est pas pour les fliquer à eux, mais c'est juste pour vérifier effectivement qu'il y a bien eu réalisation de l'action de formation. Alors effectivement, c'est une preuve ultime, mais c'est une preuve qui me paraît totalement démesurée. Le numérique durable. Hier, il y a une collègue de l'AFPA qui a parlé de... Le stockage. Si tout le monde enregistre les classes virtuelles, c'est la fin des haricots. La transition écologique ne se fera jamais. Une copie d'écran, oui, c'est léger, mais enregistrer systématiquement, sauf cas particulier. Pédagogique, oui, mais enregistrer systématiquement les classes virtuelles, c'est pas du tout l'esprit de la loi. C'est pas du tout l'esprit de la loi. Il faut que la collecte soit ajustée pour apporter les preuves nécessaires aux financeurs. Mais enregistrer toutes les classes virtuelles, c'est une preuve beaucoup maximale. trop. Mais après, c'est vrai que pour le moment, on nous demande, notamment sur les formations qui se passent 100% en classe virtuelle, nous, on nous a demandé des temps de connexion. Non, mais c'est illégal. Je sais que c'est illégal, mais c'est vrai quand on face, on c'est dit mais je illégal, c'est illégal. Et donc, on est face à des financeurs qui veulent se protéger parce que effectivement, la FOD, c'est nouveau, ça change du modèle scolaire et que ça pose des problèmes culturels. Mais voilà. J'ai pas fini, mais je repasse le micro, je pose ma question, je repasse le micro. Juste pour dire que votre réflexion me fait penser que dans un parcours FOD, il faut des temps contraints, il faut des temps souples et il faut des temps libres pour l'apprenant. Oui, non, juste, je reviens sur la notion d'illégalité. Parce que ça... On va vous laisser. Il est allé un peu loin, là, le monsieur de la FFOD, là. C'est pas forcément illégal. Alors, que ce soit pas écologique, ça, j'entends. Alors ça, oui. Je veux dire, c'est sûr. C'est pas forcément illégal. C'est que effectivement, s'ils souhaitent enregistrer leur classe virtuelle, ils enregistrent leur classe virtuelle. Et ça peut être un élément qui va être demandé par un financeur s'il y avait une anomalie. Alors, l'imposer...
Ah non, l'imposer aux collaborateurs, je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut définir un cadre juridique. Et nous, c'est parti un peu sur ça. Mais... Voilà, mais bon, après je ne vais pas repartir dans les méthodes de contrôle, ce qu'on fait sur les contrôles, parce que je n'ai pas le bon auditoire en face. Mais si on est sur des organismes sur lesquels il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Voilà, il ne faut pas trop se poser de questions sur aller trop loin, effectivement, dans la notion d'éléments probants. Voilà, vous n'avez jamais la directe ou la DRET, c'est jamais venu contrôler l'IRFA Sud ou l'AMS, quoi, parce qu'on sait très bien qui on a en face. Voilà. Bon, après, il y a d'autres organismes, je ne dirais pas ça. Hein. Donc, eux, on va leur demander de faire du surprobant, peut-être. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans le trop. Mais après, effectivement, si vous voulez enregistrer votre carte virtuelle, moi, je vois pas... rien n'empêche. Après, c'est clair que ça génère des données. Et d'ailleurs, on est... Nous, actuellement, on a besoin de redéployer notre plateforme parce qu'elle est... Voilà, donc, plutôt que de la redéployer, on est en train déjà de faire le ménage gros tri, donc de dire tout ce qui est à plus de 4 ans, et là aussi, si vous avez peut-être une date à me donner plus juste, parce que je la cherche, cette date, mais de conservation justement des données numériques, des éléments du probants. Parcours de l'apprenant, etc. Je ne sais pas sur combien vous êtes. Alors, en cas de contrôle, on va être sur l'exercice actuel et les 3 exercices précédents. Voilà, donc c'est 4 ans. Voilà, au-delà, après, on pourrait vous demander, parce que c'est pas prescrit au sens droit pénal du travail, mais ça pourrait rien donner. On pourrait contrôler, mais si on vous demandait si on trouvait une non-réalisation et qu'on vous demandait de rembourser, ça aurait qu'une valeur légale. Là, par contre, ce serait illégal, effectivement. Monsieur. Non, mais il y a un problème aussi au niveau des enregistrements du droit à l'image. Alors oui. C'est pour ça que je parlais du cadre juridique en amont. Et moi, je vois mal l'organisme financeur venir se taper avec son chronomètre. Clac, c'est 1h30, 37, clac, 2h40. Et est-ce que la je suppose qu'ils déconnexion n'ont pas le en temps, zone quoi. blanche compte ou pas? Pardon? La déconnexion en zone blanche, aussi, est-ce qu'elle tac, compte ou pas? il n'y a plus de signal. Alors on fait, franchement. Alors après, j'ai rien contre les contrôleurs, hein, mais non, je pense que... Sur le droit... Ah oui, non, mais je veux dire, il va falloir leur acheter des chronomètres gaillards, quoi, je veux dire. Sur le droit à l'image, sachez qu'on prévient et on doit prévenir les gens si on enregistre une classe virtuelle. C'est un rituel de début de classe virtuelle de dire nanana. Et donc on n'est pas obligé d'être en visio, on n'est pas obligé d'allumer sa caméra déjà pour l'image, ça c'est pour l'image. Donc ça, c'est vrai qu'on a dit aux formateurs qui enregistrent qu'il faut le faire. Et après, les chronos, en fait, elles génèrent elles-mêmes des chronos, ces plateformes qui disent, voilà. Et nous, celles qu'on utilise, c'est vrai qu'elle fait des espèces de feuilles de présence. Ça recrée ces feuilles de présence que certains financeurs nous demandent comme des feuilles de présence, avec le nom de la personne, à quelle heure elle s'est connectée, à quelle heure elle a, combien de fois elle a écrit dans le chat, combien de fois elle a levé la main, combien de fois elle a fait ça. Voilà. C'est un hébergement, complètement. Complètement. Mais c'est pour du synchrone, je veux dire, en fait, c'est tellement rare qu'on ne fait pas des classes virtuelles là où on aurait fait du présentiel. Donc en fait, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la conclusion. Ah, une question. Au final, on voit bien qu'il y a quand même ce flou artistique qui est quand même présent, parce que les solutions digitales aussi de gestion proposent des émargements numériques. Vous vendez ça aussi pour les formations à distance. Donc ça veut bien dire que on revient à la signature, etc. Alors qu'effectivement, je vous rejoins complètement sur le fait que c'est pas exigé. Voilà, mais dans les faits, il y a cette contrainte-là qui est présente. Moi, je travaille beaucoup avec les organismes de centres de bilan de compétences qui sont traumatisés quasiment à se dire il faut absolument sur mes bilans à distance que je fasse signer mes feuilles de présence, etc. sur les séquences synchrones, même sur la synchrone, je fais signer, voilà, ça a été fait, etc. Ah ouais, non mais voilà, la réalité elle est là au quotidien des formateurs et des consultants qui sont dans ce flou artistique entre eux, qu'est-ce que si j'ai un contrôle, qu'est-ce que je vais prouver, voilà, alors là on entend enregistrer la classe virtuelle ou alors, donc du coup on ne sait pas. Je me permets juste de rebondir. On est dans une mutation. Et comme dans toutes les mutations de l'histoire, y compris les mutations technologiques, on est face à une situation où on a les codes
du vieux monde, ou de l'ancien monde, et on essaye de faire aujourd'hui le nouveau monde avec le distanciel, etc. Et juste, on essaie de se caler. Et on est exactement dans cette période où, d'un côté, on peut avoir des contraintes juridiques, de finances, qui nous obligent à utiliser les codes qu'on utilisait auparavant, avec le besoin indispensable de passer dans ce monde d'après. Et juste, on va se caler. Moi, je suis... Oui, on va s'ajuster. Et on voit bien, en tout cas pour la région Occitanie, qu'il y a des choses qui te mettent en place, justement, pour pouvoir trouver cet équilibre et ce respect mutuel finalement des deux organisations. Je suis optimiste. C'est bien, nous aussi. Donc oui, juste ce matin j'ai fait une petite intervention là-dessus. Il y avait monsieur le représentant de la FOAD là, sur la notion de feuille d'émargement. Bon, je ne vais pas le redévelopper, mais la feuille d'émargement reste une des preuves effectivement importantes en présentiel. La feuille d'émargement n'a pas disparu, hein. C'est un élément probant qui peut être produit pour les formations en présentiel. Pour les formations, ce qu'on appelle synchrone, où vous êtes en visioconférence, vous êtes en Teams, moi j'ai vu des modèles fonctionner effectivement où les stagiaires signaient sur leur ordinateur, puisqu'ils étaient, alors ils n'étaient pas les uns à côté de l'autre, mais ça ressemblait à ce qu'ils faisaient précédemment. Par contre, effectivement, quand on est vraiment sur une action de formation totalement digitalisée face à une application, la feuille d'émargement n'a plus aucun sens. Et alors ça, c'est ce que prévoit effectivement le Code du travail. Donc si vous aviez un contrôle de l'État, nous, on ne va pas vous demander une feuille d'émargement pour une action de formation qui a été totalement digitalisée, puisqu'on connaît le Code du travail. Après, j'ai expliqué aussi ce matin quand même qu'il y avait des attitudes un petit peu différentes selon les financeurs. C'est dommage. Selon les OPCO, selon ce que veut faire la CDC, et puis entre OPCO, ils ne font pas la même chose. Et puis même entre personnes dans les OPCO, ils ne font pas la même chose. Ils n'ont pas forcément tous été formés non plus à savoir qu'est-ce que c'était que la digitalisation, qu'est-ce que c'était que cette notion de feuille de présence ou d'état de présence, les certificats de réalisation, voilà. Donc vous pouvez avoir des discours effectivement un peu différents, quoi. Voilà, je ne vais pas réétendre par rapport à ce que je dis ce matin. Bon, je pense qu'on va conclure notre atelier, qui pour moi aura été très riche. J'aurais appris plein de choses. D'abord, je vous remercie, Marie-Alix et Sainte-Sophie. C'était très sympathique. Oui, je pense qu'on peut les applaudir. Je vous remercie aussi dans la salle parce que vous avez été très réactifs, donc c'est toujours intéressant d'avoir des échanges et de faire du participatif plutôt qu'un long monologue. Je pense qu'elles ont été bien dans l'exercice. Voilà, on aura appris qu'il y aura la digitalisation, c'est vaste, l'animation à distance, c'est vaste. Il y a des problèmes d'euros, comme l'aura dit Marie-Alix, mais c'est normal, elle est dirigeante, donc il y a des problèmes d'euros, et qu'il y a des problèmes techniques, et il y en a aussi, et qu'on essaiera de les résoudre. Voilà, je vous remercie. Clôture de l'événement entre 16h et 17h dans le grand amphi. Et merci pour tout.